Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, tonight, nous allons partir en voyage avec Théophile Gautier. En effet, nous allons poursuivre la lecture d'Avatar, un conte et récit fantastique publié au XIXe siècle dans une revue littéraire. Nous en sommes à la partie 2 de cet ouvrage, de cette nouvelle. Et nous retrouvons Octave, donc, qui est malade et qu'un médecin un petit peu particulier vient visiter, Monsieur Balthazar Cherbonneau, médecin de l'âme. Il lui dit effectivement qu'il a des indices, juste en le regardant, sur le mal qui atteint Octave, qui ne souffre d'aucun symptôme, sauf que son esprit, apparemment, s'échappe de son corps. Et il souffrirait de peine d'amour. 2. Je me trouvais à Florence vers la fin de l'été, en 1840. La plus belle saison pour voir Florence. J'avais du temps, de l'argent, de bonnes lettres de recommandation, et alors j'étais un jeune homme de belle humeur, ne demandant pas mieux que de s'amuser. Je m'installais sur le long Arno. Je louais une calèche et je me laissais aller à cette douce vie florentine qui a tant de charme pour l'étranger. Le matin, j'allais visiter quelques églises, quelques palais ou quelques galeries, tout à mon aise, sans me presser, ne voulant pas me donner cette indigestion de chefs-d'œuvre qui, en Italie, fait venir aux touristes trop hâtifs la nausée de l'art. Tantôt, je regardais les portes de bronze du baptistère, tantôt le percé de Benvenuto sous la Loggia dei Lanzi, le portrait de la Fornarina aux Offices ou bien encore la Vénus de Canova au Palais Pitti. Mais jamais plus d'un objet à la fois. Puis je déjeunais au café Donnet, d'une tasse de café à la glace. Je fumais quelques cigares, parcourais les journaux, et la boutonnière fleurie de grès ou de force par ces jolies bouquetières coiffées de grands chapeaux de paille qui stationnent devant le café, je rentrais chez moi faire la sieste. À 3 heures, la calèche venait me prendre et me transporter aux Cassines. Les Cassines sont à Florence ce que le bois de Boulogne est à Paris, avec cette différence que tout le monde s'y connaît et que le rond-point forme un salon en plein air où les fauteuils sont remplacés par des voitures arrêtées et rangées en demi-cercle. Les femmes, en grande toilette, à demi couchées sur les coussins, reçoivent les visites des amants et des attentifs, des dandys et des attachés de légation qui se tiennent debout et chapeau bas sur le marchepied. Mais vous savez cela tout autant que moi. Là se forment les projets pour la soirée. S'assignent les rendez-vous, se donnent les réponses, s'acceptent les invitations. C'est comme une bourse du plaisir qui se tient de 3 heures à 5 heures à l'ombre de beaux arbres sous le ciel le plus doux du monde. Il est obligatoire, pour tout être un peu bien situé, de faire chaque jour une apparition aux Cassines. Je n'avais garde d'y manquer. Et le soir, après dîner, j'allais dans quelques salons ou à la pergola lorsque la cantatrice en valait la peine. Je passais ainsi un des plus heureux mois de ma vie. Mais ce bonheur ne devait pas durer. Une magnifique calèche fit un jour son début aux Cassines. Ce superbe produit de la carrosserie de Vienne, chef-d'œuvre de Lorenzi, miroité d'un vernis étincelant, historié d'un blason presque royal, était attelé de la plus belle paire de chevaux qui ait jamais piaffé à Hyde Park ou à St. James au Drawing Room de la reine Victoria, et mené à la Daumont de la façon la plus correcte par un tout jeune jockey en culotte de peau blanche et en casaque verte. Les cuivres des harnais, les boîtes des roues, les poignées des portières brillaient comme de l'or et lançaient des éclairs au soleil. Tous les regards suivaient ce splendide équipage qui, après avoir décrit sur le sable une courbe aussi régulière que si elle eût été tracée au compas, alla se ranger auprès des voitures. Bon, la calèche n'était pas vide comme vous le pensez bien. Mais
Dans la rapidité du mouvement, on n'avait pu distinguer qu'un bout de bottine allongé sur le coussin du devant, un large pli de châle et le disque d'une ombrelle frangée de soie blanche. L'ombrelle se referma et l'on vit resplendir une femme d'une beauté incomparable. J'étais à cheval et je pus m'approcher assez pour ne perdre aucun détail de ce chef-d'œuvre humain. L'étrangère portait une robe de ce vert d'eau glacée d'argent qui fait paraître noire comme une taupe. Toute femme dont le teint n'est pas irréprochable. Une insolence de blonde sûre d'elle-même. Un grand crêpe de chine blanc, tout bossué de broderies de la même couleur, l'enveloppait de sa draperie souple et fripée de petits plis comme une tunique de Phidias. Le visage avait pour auréole un chapeau de la plus fine paille de Florence, fleuri de myosotis et de délicates plantes aquatiques aux étroites feuilles glauques. Pour tout bijou, un lézard d'or constellé de turquoise cerclait le bras qui tenait le manche d'ivoire de l'ombrelle. Oh, pardonnez, cher docteur, pour cette description de journal de mode à un amant pour qui ces menus souvenirs prennent une importance énorme. D'épais bandeaux blonds crespelés, dont les annelures formaient comme des vagues de lumière descendaient en nappes opulentes des deux côtés de son front plus blanc et plus pur que la neige vierge tombée dans la nuit sur le plus haut sommet d'une Alpe. Des cils longs et déliés comme ces fils d'or que les miniaturistes du Moyen-Âge font rayonner autour des têtes de leurs anges. Voilées à demi ses prunelles d'un bleu-vert pareil à ces lueurs qui traversent les glaciers par certains effets de soleil. Sa bouche, divinement dessinée, présentait ses teintes pourprées qui lavent les valves des conques de Vénus, et ses joues ressemblaient à de timides roses blanches que ferait rougir l'aveu du rossignol ou le baiser du papillon. Aucun pinceau humain ne saurait rendre ce teint d'une suavité, d'une fraîcheur et d'une transparence immatérielle dont les couleurs ne paraissaient pas dues au sang grossier qui enlumine nos fibres. Les premières rougeurs de l'aurore sur la cime des Sierra Nevada, le ton carné de quelques camélias blancs à l'onglet de leurs pétales, le marbre de Paros entrevu à travers un voile de gaz rose peuvent seuls en donner une idée lointaine. Ce qu'on apercevait du col entre les brides du chapeau et le haut du châle étincelait d'une blancheur irisée au bord des contours, de vagues reflets d'opale. Cette tête éclatante ne saisissait pas d'abord par le dessin, mais bien par les coloris, comme les belles productions à l'école vénitienne, quoique ces traits fussent aussi purs et aussi délicats que ceux des profils antiques découpés dans l'agate des camées. Comme Roméo oublie Rosalinde à l'aspect de Juliette, à l'apparition de cette beauté suprême, j'oubliai mes amours d'autrefois. Les pages de mon cœur redevinrent blanches. Tout nom, tout souvenir en disparurent. Je ne comprenais pas comment j'avais pu trouver quelque attrait dans ces liaisons vulgaires que peu de gens évitent, et je me les reprochais comme de coupables infidélités. Une vie nouvelle data pour moi de cette fatale rencontre. La calèche quitta les Cassines et reprit le chemin de la ville, emportant l'éblouissante vision. Je mis mon cheval auprès de celui d'un jeune russe très aimable, grand coureur d'eau, répandu dans tous les salons cosmopolites d'Europe et qui connaissait à fond le personnel voyageur de la haute vie. J'amenai la conversation sur l'étrangère. Et j'appris que c'était la comtesse Praskovie-Labinska, une Lituanienne de naissance illustre et de grande fortune, dont le mari faisait depuis 2 ans la guerre du Caucase. Il est inutile de vous dire quelle diplomatie je mis en œuvre pour être reçue chez la comtesse que l'absence du comte rendait très réservée à l'endroit des présentations. Enfin, je fus admis. 2 princesses douairières et 4 baronnes hors d'âge répondaient de moi sur leur antique vertu. La comtesse Labinska
avait loué une villa magnifique ayant appartenu jadis aux Salviati à 1 heure et demie de Florence. Et en quelques jours, elle avait su installer tout le confortable moderne dans l'antique manoir sans en troubler en rien la beauté sévère et l'élégance sérieuse. De grandes portières armoriées s'agrafaient heureusement aux arcades ogivales. Des fauteuils et des meubles de forme ancienne s'harmonisaient avec les murailles couvertes de boiseries brunes ou de fresques d'un ton amorti et passé comme celui des vieilles tapisseries. Aucune couleur trop neuve, aucun or trop brillant n'agaçait l'œil et le présent ne dissonnait pas au milieu du passé. La comtesse avait l'air si naturellement châtelaine que le vieux palais semblait bâti exprès pour elle. Si j'avais été séduit par la radieuse beauté de la comtesse, je le fus bien davantage encore au bout de quelques visites par son esprit si rare, si fin, si étendu. Quand elle parlait sur quelques sujets intéressants, l'âme lui venait à la peau, pour ainsi dire, et se faisait visible. Sa blancheur s'illuminait comme l'albâtre d'une lampe d'un rayon intérieur. Il y avait dans son teint de ces scintillations phosphorescentes, de ces tremblements lumineux dont parle Dante lorsqu'il peint les splendeurs du paradis. On eût dit un ange se détachant en clair sur un soleil. Je restais éblouie, extatique et stupide, abîmée dans la contemplation de sa beauté, ravie au son de sa voix céleste qui faisait de chaque idiome une musique ineffable. Lorsqu'il me fallait absolument répondre, je balbutiais quelques mots incohérents qui devaient lui donner la plus pauvre idée de mon intelligence. Quelquefois même un imperceptible sourire d'une ironie amicale passait comme une lueur rose sur ses lèvres charmantes à certaines phrases, qui dénotaient de ma part un trouble profond ou une incurable sottise. Je ne lui avais encore rien dit de mon amour. Devant elle, j'étais sans pensée, sans force, sans courage. Mon cœur battait comme s'il voulait sortir de ma poitrine et s'élancer sur les genoux de sa souveraine. 20 fois, j'avais résolu de m'expliquer, mais une insurmontable timidité me retenait. Le moindre air froid ou réservé de la comtesse me causait des transes mortelles et comparables à celles du condamné qui, la tête sur le billot, attend que l'éclair de la hache lui traverse le cou. Des contractions nerveuses m'étranglaient, des sueurs glacées baignaient mon corps, je rougissais, je pâlissais et je sortais sans avoir rien dit, ayant peine à trouver la porte et chancelant comme un homme ivre sur les marches du perron. Lorsque j'étais dehors, mes facultés me revenaient et je lançais au vent les dithyrambes les plus enflammés. J'adressais à l'idole absente 1000 déclarations d'une éloquence irrésistible. J'égalais dans ces apostrophes muettes les grands poètes de l'amour. Le cantique des cantiques de Salomon, avec son vertigineux parfum oriental et son lyrisme halluciné de hashish, les sonnets de Pétrarque, avec leur subtilité platonique et leur délicatesse éthérée, l'intermezzo de Henry N, avec sa sensibilité nerveuse et délirante, n'approche pas de ces effusions d'âme intarissables où s'épuisait ma vie. Au bout de chacun de ces monologues, il me semblait que la comtesse vaincue devait descendre du ciel sur mon cœur et plus d'une fois, je me croisais les bras sur la poitrine, pensant les refermer sur elle. J'étais si complètement possédée que je passais des heures à murmurer en façon de litanie d'amour ces deux mots, Praskovi-Labinska, trouvant un charme indéfinissable dans ces syllabes tantôt égrenées lentement comme des perles, tantôt dites avec la volubilité fiévreuse du dévot que sa prière même exalte. D'autres fois, je traçais le nom adoré sur les plus belles feuilles de vélin, en y apportant des recherches calligraphiques des manuscrits du Moyen-Âge, réaux d'or, fleurons d'azur, ramages de sinople.
J'usais à ce labeur d'une minute passionnée et d'une perfection puérile les longues heures qui séparaient mes visites à la comtesse. Je ne pouvais lire ni m'occuper de quoi que ce fût. Rien ne m'intéressait hors de Prascovie et je ne décachetais même pas les lettres qui me venaient de France. À plusieurs reprises, je fis des efforts pour sortir de cet état. J'essayais de me rappeler les axiomes de séduction acceptés par les jeunes gens, les stratagèmes qu'emploient les Valmont du Café de Paris et les Don Juan du Jockey Club. Mais à l'exécution, le cœur me manquait. Je regrettais de ne pas avoir, comme le Julien Sorel de Stendhal, un paquet d'épîtres progressives à copier pour les envoyer à la comtesse. Je me contentais d'aimer, me donnant tout entier sans rien demander en retour, sans espérance même lointaine, car mes rêves les plus audacieux osaient à peine effleurer de leurs lèvres le bout des doigts rosés de Prascovie. Au XVe siècle, le jeune novice, le front sur les marches de l'autel, le chevalier agenouillé dans sa roie d'armure, ne devait pas avoir pour la Madone une adoration plus prosternée. Monsieur Balthazar Cherbonneau, le médecin, venu visiter Octave, avait écouté le jeune homme avec une attention profonde, car pour lui, son récit n'était pas seulement une histoire romanesque, et il se dit comme à lui-même pendant une pause du narrateur, « Oui, voilà bien le diagnostic de l'amour-passion, une maladie curieuse et que je n'ai rencontrée qu'une fois, à Chandernagor, chez une jeune paria éprise d'un brame. Elle en mourut, la pauvre fille, mais c'était une sauvage. Vous, monsieur Octave, vous êtes un civilisé et nous vous guérirons. » Sa parenthèse fermée, il fit signe de la main à monsieur de Savy de continuer. Et, reployant sa jambe sur la cuisse comme la patte articulée d'une sauterelle, de manière à faire soutenir son menton par son genou, il s'établit dans cette position impossible pour tout autre, mais qui semblait spécialement commode pour lui. Je ne veux pas vous ennuyer du détail de mon martyre secret, continue Octave. J'arrive à une scène décisive. Un jour, ne pouvant plus modérer mon impérieux désir de voir la comtesse, je devançai l'heure de ma visite accoutumée. Il faisait un temps orageux et lourd. Je ne trouvais pas Madame Labinska au salon. Elle s'était établie sous un portique soutenu de sveltes colonnes ouvrant sur une terrasse par laquelle on descendait au jardin. Elle avait fait apporter là son piano, un canapé et des chaises de jonc. Des jardinières comblées de fleurs splendides. Nulle part elles ne sont si fraîches ni si odorantes qu'à Florence. Remplissaient les entrecolonnements et imprégnaient de leur parfum les rares bouffées de brise qui venaient de l'Apennin. Devant soi, par l'ouverture des arcades, l'on apercevait des ifs et les buis taillés du jardin, d'où s'élançaient quelques cyprès centenaires et que peuplaient des marbres mythologiques dans le goût tourmenté de Baccio Bandinelli ou de Lamanato. Au fond, au-dessus de la silhouette de Florence, s'arrondissait le dôme de Santa Maria del Fiore et jaillissait le beffroi carré du Palazzo Vecchio. La comtesse était seule, à demi couchée sur le canapé de jonc. Jamais, oh non, jamais elle ne m'avait paru si belle. Son corps nonchalant, alangui par la chaleur, baigné comme celui d'une nymphe marine dans l'écume blanche d'un ample peignoir de mousseline des Indes, que bordait du haut en bas une garniture bouillonnée, comme la frange d'argent d'une vague. Une broche en acier niellé du Khorasan fermait à la poitrine cette robe aussi légère que la draperie qui voltige autour de la victoire rattachant sa sandale. Des manches ouvertes à partir de la saignée comme les pistils du calice d'une fleur, sortaient ses bras d'un ton plus pur que celui de l'albâtre où les statuaires florentins taillaient des copies de statues antiques. Un large ruban noir noué à la ceinture et dont les bouts retombés tranchaient vigoureusement sur toute cette blancheur.
Ce que ce contraste de nuances attribuées au deuil aurait pu avoir de triste était égayé par le bec d'une petite pantoufle circassienne sans quartier en maroquin bleu gaufré d'arabesques jaunes qui pointait sous le dernier pli de la mousseline. Les cheveux blonds de la comtesse, dont les bandeaux bouffants comme s'ils eussent été soulevés par un souffle, découvraient son front pur et ses tempes transparentes, formaient comme un nimbe où la lumière pétillait en étincelles d'or. Près d'elle, sur une chaise, palpitait au vent un grand chapeau de paille de riz orné de longs rubans noirs, pareil à celui de la robe, et gisait une paire de gants de Suède qui n'avaient pas été mis. À mon aspect, Praskovie ferma le livre qu'elle lisait. Les poésies de Mickiewicz, et me fit un petit signe de tête bienveillant. Elle était seule, circonstance favorable et rare. Je m'assis en face d'elle sur le siège qu'elle me désigna. Un de ces silences pénibles quand ils se prolongent régna quelques minutes entre nous. Je ne trouvais à mon service aucune de ces banalités de la conversation. Ma tête s'embarrassait, des vagues de flammes me montaient du cœur aux yeux et mon amour me criait « Ne perds pas cette occasion suprême ». J'ignore ce que j'eusse fait si la comtesse, devinant la cause de mon trouble, ne se fût redressée à demi en tendant vers moi sa belle main comme pour me fermer la bouche. Ne dites pas un mot, Octave. Vous m'aimez, je le sens, je le sais, je le crois. Je ne vous en veux point car l'amour est involontaire. D'autres femmes plus sévères se montreraient offensées. Moi, je vous plains car je ne puis vous aimer. Et c'est une tristesse pour moi d'être votre malheur. Je regrette que vous m'ayez rencontré et maudit le caprice qui m'a fait quitter Venise pour Florence. J'espérais d'abord que ma froideur persistante vous lasserait et vous éloignerait. Mais le vrai amour dont je vois tous les signes dans vos yeux ne se rebute de rien. Que ma douceur ne fasse naître en vous aucune illusion, aucun rêve, et ne prenez pas ma pitié pour un encouragement. Un ange au bouclier de diamant, à l'épée flamboyante, me garde contre toute séduction, mieux que la religion, mieux que le devoir, mieux que la vertu. Et cet ange, c'est mon amour. J'adore le comte Labinsky. J'ai le bonheur d'avoir trouvé la passion dans le mariage. Un flot de larmes jaillit de mes paupières, à cet aveu si franc, si loyal et si noblement pudique, et je sentis en moi se briser le ressort de ma vie. Praskovie, émue, se leva et par un mouvement gracieux de pitié féminine, passa son mouchoir de batiste sur mes yeux. « Allons, ne pleurez pas, me dit-elle. Je vous le défends. Tâchez de penser à autre chose. Imaginez que je suis partie à tout jamais, que je suis morte. Oubliez-moi. Voyagez, travaillez, faites du bien, mêlez-vous activement à la vie humaine. Consolez-vous dans un art ou un amour. » Je fis un geste de dénégation. « Croyez-vous souffrir moins en continuant à me voir ?» reprit la comtesse. « Venez, je vous recevrai tous les jours. Dieu dit qu'il faut pardonner à ses ennemis. Pourquoi traiterait-on plus mal ceux qui nous aiment? Cependant, l'absence me paraît un remède plus sûr. Dans 2 ans, nous pourrons nous serrer la main sans péril. Pour vous, ajouta-t-elle en essayant de sourire. Le lendemain, je quittai Florence. Mais ni l'étude, ni les voyages, ni le temps n'ont diminué ma souffrance. Et je me sens mourir. Ne m'en empêchez pas, docteur. Avez-vous revu la comtesse Praskovie-Labinska? Dit le docteur, dont les yeux bleus scintillaient bizarrement. Non, répondit Octave. Mais elle est à Paris. Et il tendit à M. Balthazar Cherbonneau une carte gravée sur laquelle on lisait « La comtesse Praskovie-Labinska est chez elle le jeudi. »
Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc la seconde partie de cette nouvelle intitulée Avatar de Théophile Gautier. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Et si vous vous couchez, une très bonne journée. Si vous vous réveillez, pardon. Salut.